Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat sur France Culture comme chaque soir de 18h20 à 19h. À l'ordre du jour, au soir de la rentrée des classes, nous allons nous demander si les jeunes ont bien le droit d'avoir des convictions. Tout l'été, en effet, des écrivains, des éditorialistes, des essayistes, des hommes politiques ont pris la parole à propos de Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui a lancé l'an dernier le mouvement Friday for Future et qui est devenue la porte-parole d'une jeunesse européenne préoccupée par le réchauffement climatique et les problèmes d'environnement. Beaucoup de ces intellectuels se sont moqués de cette jeune fille de 16 ans et de sa prétention à faire de la politique. Certains d'entre eux n'avaient pourtant pas hésité auparavant à regretter que la jeunesse ne s'engage plus comme à la fin des années 1960 ou dans les années 70. Le temps du débat ce soir revient donc sur l'engagement des jeunes, collégiens, lycéens et étudiants avec nos 4 invités. Johan Salès, il est étudiant, membre de Youth for Climate, justement créé par Greta Thunberg et militant de la France Insoumise. Olga Sakharova-Lemos est co-responsable fédérale du mouvement national lycéen à Paris. Claire Toury est docteur en sociologie et déléguée générale d'Animafac. Et Yann Lenan est sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille et coordonnateur d'un collectif de chercheurs Quantité Critique. Mais tout de suite, une archive, ou plutôt des archives de cet été. Ce sont quelques-unes des réactions, justement, quand on prononçait le nom de Greta Thunberg. Et on va voir qu'elles ne sont pas tout à fait positives. Pascal Bruckner, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Voir une jeune fille pleurer sur le climat à la télévision ou ailleurs, ça me navre. Parce que si on aborde cette question gravissime avec des sanglots, cela veut dire que la raison a été complètement effacée. C'est un perroquet, c'est-à-dire ce qu'elle dit, c'est ce que je lis dans tous les médias depuis 10-20 ans. Cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale dans sa pensée. Je ne crois pas que ce soit un bon modèle pour les enfants et pour les adolescents de dire qu'on peut se déscolariser pour se consacrer à quelque cause que ce soit, même si cette cause est importante. Voilà, ça n'est qu'une petite part de ce florilège à propos de Greta Thunberg. On pourrait effectivement évoquer à la comparaison avec le jeune chanteur Jordi, l'idée qu'elle était une prophétesse en culotte courte, un gourou apocalyptique, qu'elle mériterait une bonne fessée, ou encore que même Ségolène Royal n'aurait pas osé partir à New York dans un voilier. Voilà quelques-unes des réactions à ce nom de Greta Thunberg. Bonjour à toutes et bonjour à tous les 4. Donc Yann Lenan, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Olga Sakharova-Lemos. Bonjour. Bonjour, Claire Toury. Bonjour. Et bonjour, Johan Salès. Bonjour. Vous êtes celui qui peut-être s'est engagé le plus rapidement possible auprès de cette cause justement de Youth for Climate qui a été donc lancée dans la foulée de l'appel de Greta Thunberg. Qu'est-ce que ça vous dit d'entendre cela à propos de cette jeune fille de 16 ans ? Alors moi, ça me fait avant tout bien rigoler, notamment venant de M. Sarkozy, qui s'est illustré durant son mandat, à l'époque où il était en pouvoir, lui et son gouvernement, par une inaction écologique et climatique devenue modèle pour ses prédécesseurs. Et même encore aujourd'hui. Pour ses successeurs surtout. Oui, surtout. Ouais. Et si aujourd'hui sont partis, encore les Républicains étaient écologiques, ça se saurait. Donc moi, ce genre de personnes, j'aimerais bien qu'elles balaient devant leur porte avant de venir donner des leçons de morale à une jeunesse qui aujourd'hui s'estime sacrifiée car aujourd'hui les experts du GIEC ne nous disent plus qu'on a 10 ou 12 ans pour agir, mais on a 18 mois. 18 mois pour inverser la tendance, 18 mois pour agir concrètement sur le système. Et il ne me semble pas que des personnes comme Nicolas Sarkozy se soient à son époque emparées à bras-le-corps de cette question. Alors Youth for Climate, c'est donc lancé en Belgique, je crois, c'est ça, l'année dernière, après justement un premier galop d'essai, pourrait-on dire, en Suède autour de Greta Thunberg, et ensuite c'est venu en France. C'est une sorte de branche française de cette innovation belge. C'est un peu ça dans l'idée. Après, dans les faits, nous sommes totalement indépendants du reste des collectifs qu'on puisse monter, que ce soit en Belgique, en Suède ou partout ailleurs. Et même au sein même de la France, les groupes locaux de Youth for Climate sont complètement indépendants les uns des autres. Ce qu'on va pouvoir faire à Paris ne sera pas pareil de ce que les camarades marseillais feront. Et ça veut donc dire qu'il y a donc une autonomie, donc un mode d'organisation
très différent d'un parti, par exemple. Ah oui, complètement. Et ça, c'est une des questions qu'on pourra aborder avec nos autres invités, en particulier avec vous, Yann Leland, puisque vous suivez avec votre collectif de chercheurs Quantité Critique les profils, vous essayez d'analyser les profils des manifestantes et des manifestants sur le climat depuis l'automne dernier, c'est cela ? Oui, c'est cela. Vous êtes sociologue, et donc une des questions, c'est peut-être sur ces modes de mobilisation qui peut-être aussi surprennent les générations antérieures parce qu'elles ne correspondent pas tout à fait à la façon dont on s'engageait dans les années 60 et 70, qui pourrait expliquer, si on est positif, la distance prise par rapport à cet engagement des jeunes. Alors, évidemment, quand on a affaire à un mouvement de jeunes, on a l'impression d'innover, de tout reconquérir, etc. Mais en vrai, peut-être que les personnes qui s'exprimaient dans les archives que vous avez mobilisées ont oublié. Mais c'est des formes de mobilisation qui existent depuis très longtemps. Cette réflexion autour de la désobéissance civile, elle n'a pas été inventée par cette génération. Elle est beaucoup plus ancienne que celle-ci. Comme d'ailleurs les marches ou les mobilisations, c'est une forme de revisitation d'un registre relativement classique. La question qui est nouvelle, c'est comment agir lorsqu'on a une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que on va être amené à réinvestir le registre de mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a une menace qui est plus directe, disons-le, alors qu'auparavant, on construisait une société future avec un temps de construction qui pouvait durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, avec la possibilité de voir advenir une société nouvelle, mais on n'était pas si pressé que cela, même si on voulait voir la révolution arriver le plus rapidement possible. C'est ce que vous voulez dire? Alors, il y a toujours eu cette dialectique entre des mouvements plus pressés que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les mobilisations se font sous le signe de l'urgence. Et donc, évidemment, ça crée des formes de conscience politique qui sont tout à fait nouvelles de ce point de vue-là, même si les marches, la désobéissance, tout ça, ce sont des registres de mobilisation qui existaient bien avant. En tout cas, effectivement, il y a un avant et un après les rapports du GIEC. Et c'est ce que dit très bien Greta Thunberg, c'est-à-dire que faire de la politique au moment et à l'heure du réchauffement climatique et de la grande tendance à l'extinction des espèces, c'est faire de la politique à l'ombre de la catastrophe, comme le disent certains de mes collègues, et donc c'est faire en partie de la politique différemment des autres générations. Claire Toury, vous êtes donc docteur en sociologie, vous êtes délégué général d'Animafac, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Yann Leland, c'est-à-dire à la fois une tradition reprise, peut-être oubliée par ceux qui l'ont même pratiquée il y a 30 ou 40 ans, et de l'autre côté, des innovations. Oui, absolument. Je dirais que j'ai le sentiment qu'on est en train de rentrer, que tout ça, ça atteste d'une troisième ère de l'engagement. Donc je m'explique de façon un petit peu schématique. C'est comme si on avait une première ère de l'engagement post-Seconde Guerre mondiale, incarnée par la figure du militant communiste, qui est un engagement total, pas sacrificiel, pas toujours sacrificiel, mais qui peut l'être, où on est prêt à donner de son temps intensément, où toutes les sphères de sa vie vont être consacrées à la défense d'une grande cause, dans l'objectif de voir la société se transformer. On a un basculement années 70, 80, 90, symbolisé par la chute du mur de Berlin, où on a des ambitions d'engagement qui sont peut-être plus pragmatiques, où on s'engage toujours de façon toujours intense, mais avec l'idée qu'on peut reprendre l'engagement qu'on a donné et avec l'ambition d'avoir des résultats concrets. Ça, c'était donc les deux ères de l'engagement telles qu'elles avaient été décrites dans les années 90, au début des années 2000, par Jacques Llon, par exemple, Absolument. Qui parlait d'un côté de l'engagement timbre, donc, et de l'autre côté de l'engagement post-it. Donc, l'engagement timbre était collé définitivement, on prenait son timbre dans un parti et on y restait jusqu'à la fin de sa vie. L'engagement post-it permettait justement de décoller, de recoller à l'envie son engagement. Et vous dites maintenant, il y a un troisième âge de l'engagement, Claire Toury. C'est l'analyse que je fais en tout cas. Un premier ère de l'engagement qui est très collectif, un deuxième ère de l'engagement qui est plus individualisé. Et ce troisième ère de l'engagement, pour moi, il atteste d'un nouveau rapport aux institutions. On a des jeunes qui sont très engagés, qui veulent s'épanouir, parce que la question de l'épanouissement n'était pas préoccupante après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus dans les années 80. Donc là, on a toujours ce sens de l'épanouissement qui est très important, mais l'urgence fait que on veut des résultats concrets, mais des résultats concrets pour une cause qui est extrêmement ambitieuse. Il ne s'agit pas seulement d'agir. Alors, je ne juge pas. Il ne s'agit pas de faire un jugement de valeur entre un engagement qui serait moins important avant et plus important aujourd'hui. Mais l'urgence fait que on veut s'épanouir, mais pour s'épanouir, il faut que les choses changent. Et pour que ça change, il faut des réponses maintenant. Oui. Et en fait, c'est la question de l'urgence qui change tout.
Donc du coup, on a un peu une alliance entre quelque chose de très collectif, puisqu'on se réunit tous ensemble pour faire masse, pour faire front, puisque pour que ça change, pour être entendu, il faut qu'on soit tous ensemble et il faut que ça aille vite. Et donc le rapport aux institutions est de fait transformé. Alors la défiance vis-à-vis des institutions de la part des jeunes, elle date. Là, c'est pas seulement de la défiance, c'est le sentiment que les institutions ne sont pas en capacité de répondre aux problèmes et que du coup, il faut que les jeunes se mobilisent encore plus. Olga Sakharova-Lemos, vous êtes co-responsable fédérale du mouvement national lycéen à Paris. Vous êtes vous-même lycéenne à Honoré de Balzac à Paris. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette classification? Est-ce que vous sentez bien dans la troisième catégorie, celle qui vient d'être décrite par Claire Toury, cette idée qu'il y a à la fois besoin d'une sorte de jouissance de la vie et de vivre le plus pleinement possible son existence, et de l'autre côté de cette menace et cette rapidité et ce regard porté très sévère sur les institutions? Oui, à mon avis, c'est tout à fait ça. Enfin, vous avez totalement raison. Et en ce moment, les jeunes sont complètement partagés entre le besoin de militer, parce que c'est même plus une envie ou une activité à part entière, c'est vraiment un besoin, parce qu'on sait que si on n'agit pas, on ne pourra pas du coup continuer à vivre comme on le souhaite. Et donc, pour pouvoir s'épanouir, comme vous l'avez dit, on a réellement besoin de cette cause qui est écologique, mais aussi sociale, parce que les deux vont ensemble. Donc, je trouve ça complètement pertinent, oui. Mais pourquoi sentez-vous cette urgence à rentrer dans le militantisme, alors que la plupart des adultes qui vous regardent, et peut-être ont-ils tort, considèrent que non, ça n'est pas vrai, justement, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, eh bien, il n'y a pas tant d'engagement que cela. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a ce regard un peu détourné des adultes sur justement cet engagement des jeunes? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y aurait des réserves de mobilisation qu'on ne voit peut-être pas ou pas assez quand on les regarde? À mon avis, il y a toujours eu énormément de mobilisation de la part des jeunes et des lycéens, étudiants, même collégiens. Pour ma part, j'ai commencé à militer très tôt, et je pense que c'est en fait le cas de la plupart des militants qu'on a aujourd'hui qui militent pour l'écologie, comme Yohan par exemple. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont trop peu été médiatisés et on leur a trop peu donné la parole. Et aujourd'hui, grâce à Greta, entre autres, on voit qu'en fait, les jeunes sont plus intelligents que ce qu'on pensait et qu'ils s'intéressent réellement à leur avenir et que c'est pas juste des adolescents écervélés. Yohan Salès, justement, sur cette différence de regard, pourrait-on dire? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Olga, mais j'imagine. Oui. Il y a également autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le regard de ces personnes-ci, qui est, comme vous le disiez, d'une autre époque. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent moins qu'avant, voire même plus du tout par endroits, dans des partis, dans des syndicats. Ils ont une envie réellement de collectif, comme c'est le cas avec Sort Climate, citoyen. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une envie qui est un petit peu plus globale dans la société. Nous l'avons vu avec le mouvement des Gilets jaunes. En fait, c'est un changement de paradigme en fait qui peut être assez compliqué à appréhender pour certaines personnes. Alors les cinéastes sont parfois à l'avant-garde, certains ou certaines peuvent imaginer des situations dans une période et qu'elles se produisent un peu plus tard. C'était en 1992, Colin Serrault tournait le film La Crise. Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier? C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment malsain dans cette maison, on jettera à la poubelle. Mais vous êtes complètement fou, c'est vous qui avez volé le repas? On l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle. Vous avez jeté le repas à la poubelle? On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qui mangent que des pilules chimiques. On a jeté tous les alcools, parce qu'on supporte plus les fins de repas, où tout le monde dit des âneries, dit les conducteurs avec les yeux pas en face des trous. On a acheté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries. Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. Mais vous êtes complètement fou. Alors, je ne sais pas si c'est une application, Claire Toury, de ce que vous disiez tout à l'heure sur cette volonté de jouir et à la fois de la vie et de l'autre côté, effectivement, de critiquer les institutions. En tout cas, l'institution familiale était au cœur de cette critique. Yann Lelanne, vous observez donc avec votre collectif Quantité Critique ces mobilisations sur le climat qui ont été nombreuses et qui ont été très nombreuses, en particulier au printemps dernier, après avoir démarré en fanfare à l'automne 2018. Qu'est-ce que vous entendez quand, avec vos collègues, vous discutez avec les jeunes mobilisés dans ces mobilisation climat? On entend des choses qui font écho à cet extrait. C'est pour ça qu'il est probablement très bien choisi. On entend, déjà on les interroge sur, avant toute chose, ce qu'ils font
pour la planète et ce qu'ils souhaitent faire, y compris à l'échelle individuelle pour la planète. Et ensuite, on les interroge sur la façon dont ils imaginent la transition. On fait les deux, c'est-à-dire à la fois la forme d'engagement personnel et la forme d'engagement plus collective, articulée. Et on s'aperçoit que finalement, cette idée qu'il y aurait une partie de la mobilisation qui serait tournée vers la politique des petits pas, vers la réforme de sa propre consommation, et une autre qui serait plus radicale, peut-être plus en rapport avec ce premier mode d'engagement révolutionnaire, etc. Cette dualisation de la mobilisation est totalement fausse et ne correspond pas à la réalité de la façon dont les jeunes... Comment ça se passe justement ? Eh bien, ça se passe que plus on est engagé, il se passe que plus on est engagé sur des pratiques de réforme de soi, sur des pratiques de quête d'une nouvelle forme de consommation et de transport, plus on aspire à un idéal de rupture avec la société capitaliste. Donc il y a une forme d'articulation. Par exemple, on est tombé sur des choses assez surprenantes. On pourrait imaginer que les végétariens ou les véganes dans la mobilisation estiment qu'ils font leur part du travail en modifiant leurs pratiques de consommation. En fait, pas du tout. Non seulement ils modifient leurs pratiques de consommation, mais ils aspirent également à des formes de changement systémique. C'est donc peut-être cette articulation, cette troisième voie de l'engagement, je ne sais pas si elle est juste historiquement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des formes d'articulation très fortes entre la volonté de trouver des nouvelles formes de consommation, de transport pour soi, et la volonté de rupture avec le système économique tel qu'il fonctionne actuellement. Claire Tory, vous opinez du chef, justement, à ce que vient de dire Yann Lelanne ? Absolument. En fait, je pense que cette troisième ère de l'engagement, mais c'est schématique, hein. C'est la rencontre, c'est une forme de rencontre entre les deux premières. Et donc, ça rejoint complètement ce qu'on disait plus tôt. On s'épanouit en mangeant mieux, en faisant plus de sport, en faisant attention à son mode de vie. Et en même temps, on sert quelque chose de très collectif, un intérêt général majeur, et on le fait ensemble. Mais on a longtemps pensé que cet individualisme ou cette individualisation de cette société était donc un chemin qui conduisait du collectif, celui que vous décriviez après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, du programme du CNR, de l'idée qu'il y avait une nécessité d'être tous ensemble pour créer une sécurité sociale, etc., vers un individualisme qui ne conduisait plus au collectif. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça peut conduire à nouveau à un nouveau collectif ? C'est le sentiment que j'ai. J'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Quand j'ai fini ma thèse, c'était pas du tout mes résultats. Mais aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai. C'est pour comprendre les formes d'engagement contemporain, il faut comprendre qu'on veut allier à la fois une volonté de s'épanouir et une volonté de trouver du sens dans l'action. Johan Salès. Oui, moi je suis complètement d'accord avec cette analyse-ci. D'ailleurs, on le voit au sein même du mouvement. Comme disait Yann très justement tout à l'heure, les jeunes, les gens qui sont là dans ce collectif font des petits pas personnels. Tiens, on va essayer de réduire notre consommation de viande. Tiens, on va plus prendre la voiture. On va dire à papa et maman d'arrêter de prendre l'avion. Mais derrière, ce qui est surtout mis en cause, c'est un problème de système, un problème de modèle économique. Mais vous voyez bien quand Greta Thunberg tente de prendre un bateau à voile pour traverser l'Atlantique, ça fait tout un scandale parce qu'on dit mais par ailleurs, elle aura besoin pour son accompagnement d'avoir des gens qui prendront l'avion, etc. Et donc, une partie de la population, une partie des spectateurs de ce spectacle, parce que c'est devenu un spectacle, effectivement, Greta Thunberg en soi, eh bien, une partie des spectateurs n'y croient pas. Moi, je vois surtout que ce sont des détracteurs historiques du mouvement qui ne lâcheront jamais rien face à ce que l'on peut proposer, à ce que l'on peut faire. Si demain, nous proposons quelque chose qui fait consensus, c'est 99%, il y aura toujours cette petite minorité-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui se positionnent finalement contre les mesures climatiques que l'on porte sont une minorité. Et vous les rencontrez justement, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, par exemple avec Youth for Climate? Est-ce que vous rencontrez des opposants? Est-ce que vous vous trouvez dans des réunions dans lesquelles il faut débattre et discuter et se battre pied à pied justement pour faire vos propositions? Principalement dans la rue. Lorsque nous sommes en manifestation ou en action de désobéissance civile, nombre de personnes qui sont là en train de parler, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Et à force de débat, finalement, les gens se rendent compte que peut-être qu'on n'est pas seulement des petits jeunes qui sont là pour essayer de se marrer dans la rue, mais qu'il y a du contenu. Olga Sakharova-Leboz, vous êtes d'accord aussi? Vous n'avez pas l'impression d'avoir face à vous des opposants farouches, mais vous pouvez convaincre aussi une partie de ceux qui vous regardent que votre combat est juste et qu'il est justement un engagement? Oui, complètement. En fait, le problème, à mon avis, c'est qu'il y a aussi un trop gros problème de désinformation auprès du public, on va dire général. Mais de désinformation. Alors, on accuse toujours les médias de désinformation. Non, de pas quoi au niveau des médias, mais par exemple en sociologie,
quand il y a un problème de désinformation, on compare souvent les classes sociales en disant que les classes plus faibles ont plus de problèmes de désinformation que les classes plus élevées. Et c'est ce qui arrive très souvent. Et le problème, c'est que ces détracteurs publics entraînent avec eux les personnes qui sont désinformées et leur racontent des choses complètement inimaginables et complètement fausses. Et donc on se retrouve après avec des centaines de personnes qui disent des choses complètement infondées et qui n'ont pas d'informations. Voilà, il est 18h40 sur France Culture. Vous écoutez le temps du débat, un débat autour de la question de l'engagement de la jeunesse, de la nécessité ou non de s'engager aujourd'hui, de la façon dont on peut le faire. On s'est beaucoup intéressé l'année dernière au slogan de mai 68. Est-ce qu'il faudrait s'intéresser aux nouveaux slogans justement qui sont proférés pendant ces manifestations sur le climat, Yann Lelanne, et ils nous disent quelque chose à la fois d'une structure communicationnelle qui s'est énormément développée depuis 68, de l'ironie qu'il peut y avoir. Et il n'y a pas simplement les situationnistes de 68 derrière les slogans, mais il y a aussi tout un tas d'humoristes qui peuvent avoir donné l'envie justement de détourner l'information pour la faire plus drôle et faire passer son message. Alors, l'humour peut être... Moi, je pense que l'humour, mais ça, c'est pas une spécificité, effectivement, de ce mouvement. À nouveau, c'est une arme qu'on peut et que le mouvement peut mobiliser. Mais je crois que dans la communication du mouvement, il y a la volonté, avant tout, de marquer et de sortir de cette politique des petits pas dont on parlait tout à l'heure. Tous les slogans du mouvement sont organisés vers le fait d'assigner l'État. Ça, c'est quand même relativement nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on ne fait rien de son côté, mais il y a une assignation de l'État. Et c'est l'une des deux grandes caractéristiques des mouvements qui sont développés l'année dernière. L'État se retrouve assigné. Mais dans le cadre du mouvement écologique, l'État, en l'occurrence le gouvernement, a une stratégie un petit peu étrange. C'est-à-dire qu'il va tenter de jouer une forme d'alliance avec un mouvement qui l'interpelle, qui l'assigne et qui... Des secrétaires d'État qui viennent au milieu exactement. De ce mouvement pour pouvoir essayer de dire on vous écoute, on vous entend. Donc on a vu cette situation absolument paradoxale où la secrétaire d'État Brune Poirson se retrouve au milieu des manifestants qui l'interpellent et une tentative donc de dire le mouvement nous sommes en capacité de le digérer, nous sommes en capacité d'organiser un système de négociation dans lequel le mouvement et les écologistes vont pouvoir se retrouver. Ça, c'est un vrai problème pour organiser un discours autonome et c'est un problème auquel est confronté le mouvement là depuis cette tentative de communication organisée par le gouvernement. Alors, ce qui est tout à fait évident, c'est que la semaine dernière, un très bon connaisseur du système éducatif français qui s'appelle Philippe Battrelot a donné une tribune à l'excellent site qui s'appelle AOC sur Greta Thunberg et sur les critiques dont elle fait l'objet. Et il disait en fait la Greta-phobie est une jeunophobie. C'est-à-dire en fait, il expliquait qu'il y avait dans l'esprit de critique tel qu'il était développé aujourd'hui par pas mal d'hommes et de femmes politiques, à Michel Onfray comme observateur qui dit qu'à 16 ans on n'a pas de pensée propre. Il rappelait quand même que Rimbaud à 16 ans écrivait des poèmes qu'on lit encore aujourd'hui. Et donc on a effectivement cette impression qu'il y a un rejet de cette jeunesse. Est-ce que vous trouvez, je disais tout à l'heure, des alliés, vous en trouvez dans des endroits un peu étranges, justement, Yohann Salès, des gens qui viennent vous voir en disant « vous avez raison, il faut continuer » ? Oui, on en voit complètement, parce que au-delà d'être une prise de conscience de la jeunesse, cette urgence climatique, c'est avant tout une prise de conscience globale. J'aimerais quand même nuancer un petit peu les propos d'Yann tout à l'heure à propos du regard du gouvernement vis-à-vis du mouvement. Il est vrai que dès les premières manifs du mouvement, nous avions Brune Poirson et Gabriel Attal qui étaient avec nous dans les manifestations, mais nous voyons qu'au fur et à mesure de la politisation finalement du mouvement, c'est quelque chose qui s'est complètement effacé. Écoutez les propos de Marlène Schiappa tout à l'heure, ou encore quelque chose qui a été extraordinaire. Ils nous reçoivent à l'Assemblée nationale le matin, ils font voter le CETA l'après-midi. Tout ça n'a pas de sens. Oui, et vous pourriez tout de même remarquer que, par exemple, au cercle des économistes, vous êtes à la France Insoumise, ça n'est pas vraiment, a priori, très proche de votre engagement politique. Jean-Hervé Lorenzi, qui préside le cercle des économistes, dit « Les jeunes ont perdu confiance en la capacité des élites à bâtir une société de progrès. Il faut les entendre. » Donc, même dans des
des endroits où, a priori, on n'a pas toujours un regard sur ces mouvements, en particulier sur ces mouvements sociaux très positifs, il y a des gens qui, aujourd'hui, se disent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. J'espère bien en tout cas. J'espère bien parce que c'est pas 50 000 lycéens dans la rue le vendredi qui vont réussir à faire changer les choses. Il faut que ces questions-là se diffusent dans la société et atteignent les plus hauts sacs du pouvoir, c'est évident. Olga Sakharova-Lemos, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a une capacité de traîner de poudre, de capacité à toucher d'autres milieux et peut-être à convaincre des générations plus anciennes que votre engagement n'est pas simplement une sorte de feu de paille? Oui, bien sûr, mais autrefois c'était eux qui s'engageaient, qui militaient pour leur avenir. Aujourd'hui c'est nous et la plupart comprennent très bien notre engagement. Quand on va dans les milieux d'extrême gauche ou voire de gauche, on voit très souvent que des personnes âgées sont complètement avec nous dans notre cause et qui soutiennent complètement notre militantisme. Et bien justement, Camille Cronier de l'émission La Terre au carré sur France Inter est allée demander à des vieux, entre guillemets, à des personnes plus âgées, ce qu'elles pensaient justement de Greta Thunberg et de vos engagements. Je ne suis pas convaincue de l'authenticité au départ de cette jeune fille. Alors moi je pense que ce qu'elle dit, sur le fond, elle a raison, évidemment. Mais pour l'instant c'est de l'utopie. Moi je trouve que elle pose des bonnes questions. Je trouve qu'elle fait du bon boulot. Elle a du cran. Moi, j'aurais pas osé faire ça à 16 ans. C'est très bien. Vous savez, moi j'ai une piètre opinion des hommes politiques. Ils défendent pas du tout la planète, le climat. Heureusement qu'il y a les jeunes et que ça jaillisse sur la population qui est assez inerte. C'est leur avenir, c'est leur planète. On n'a pas fait grand-chose pour protéger justement cette planète et c'est à eux de le faire. Voilà, vous devez convaincre vos grands-parents, j'imagine, de la justesse de votre engagement. Quand vous travaillez en tant que sociologue, Yann Leland, sur cet engagement pour le climat de la jeunesse depuis l'été dernier, donc depuis maintenant presque un an, vous notez quoi sur la composition sociologique de ceux qui sont dans la rue? Est-ce qu'il y a une sociologie très, très variée ou au contraire très remarquable par son exceptionnalité? Alors, les chiffres que l'on a réussi à collecter témoignent du fait que c'est le salariat qualifié et en priorité certains secteurs du salariat qualifié qui sont mobilisés, éducation, culture, recherche principalement. Et lorsque la question qu'on se posait, c'est que lorsque les jeunes sont dans la rue, parce qu'il y a des manifs... Est-ce que leurs parents sont dans la rue aussi? Est-ce qu'ils ressemblent à ceux qui sont dans la rue en étant plus âgés? Et on s'est aperçu qu'ils ressemblaient très fortement, c'est-à-dire que ce sont également les fils du salariat qualifié qui sont principalement dans la rue aujourd'hui. Ça, c'est la première chose, une sorte d'homologie sociale entre les adultes et les enfants lorsqu'ils sont dans la mobilisation. Par contre, ce qu'on a remarqué également, qui est important par rapport à votre question du rapport entre les générations, c'est que certes, les slogans étaient fortement tournés vers la question d'une mobilisation de la jeunesse, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une grande solidarité intergénérationnelle au sein du mouvement, une grande transmission de culture politique au sein du mouvement, et qu'il serait faux d'imaginer que le mouvement est une sorte d'irruption spontanée. Il y a des formes de transmission familiale, intergénérationnelle qui sont très fortes et qui expliquent... Vous voulez dire qu'il n'y a pas tant d'exceptionnalité de ces jeunes, ils sont aussi dans la reproduction. Alors, moi je dis ils sont dans la mobilisation, mais ils sont dans une mobilisation qui est aussi à l'image des mobilisations d'écologistes lorsqu'elles sont réalisées par leurs aînés. Et donc ça, c'est une réalité. Le mouvement de jeunesse n'a pas réussi à franchir les barrières sociales. Et donc c'est l'une des questions qui lui est posée, comment mobiliser les catégories populaires au cours de la prochaine période. Je crois d'ailleurs que c'est à la fin du mois de septembre à New York, si ça n'a pas été annulé entre-temps, que doit se passer une grève climatique intergénérationnelle, justement. Johan Salles, comment toucher des générations plus anciennes et comment faire en sorte de les faire adjoindre à vos propres mouvements? Il n'y a pas Youth for Climate que pour les jeunes, il y a aussi peut-être Youth for Climate pour les plus âgés. Oui, nous avons en effet un mot d'ordre qui est aujourd'hui intergénérationnel, tout simplement car comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les lycéens qui seuls dans la rue vont arriver à faire changer les choses. Alors comment vous faites? Comment on fait? On essaie de diffuser ça, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit en allant à la rencontre des gens, et puis que c'est un problème qui, in fine, touche tout le monde. J'entendais cette dame tout à l'heure qui disait que c'était peut-être un peu utopique, etc. C'est typiquement à ce discours-là qu'il faut qu'on s'attaque en faisant comprendre que les utopistes, c'est ceux qui croient qu'on va pouvoir continuer comme ça pendant 15-20 ans sans rien changer. Claire Toury. Oui,
Enfin, moi, il y a deux choses à propos de quoi je voudrais réagir. D'abord, la question des jeunes et cette espèce de suspicion que c'est toujours des individus potentiellement instrumentalisés et qu'en fait, il serait mieux sur les bancs de l'école que dans la rue. C'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. Mais je pense que c'est important de le dire. Je pense que la jeunesse, c'est quand même une catégorie sociale mouvante. Tout le monde passe par tout le monde est jeune à un moment, tout le monde en sort à un autre. Et donc, du coup, on se permet beaucoup de critiques et de commentaires vis-à-vis de cette jeunesse. Il suffit de lire Stefan Zweig, il suffit de lire Platon. Enfin, franchement, ça remonte à loin. Ça, c'est mon premier élément. Mon deuxième élément, peut-être pour nuancer un peu, les enquêtes sur les valeurs montrent que finalement les valeurs entre les générations ne sont pas si éloignées et qu'en fait le vrai sujet c'est la rupture intragénérationnelle entre des catégories sociales plus éloignées. Ce que disait exactement. Comment toucher d'autres catégories sociales que celles qui héritent peut-être effectivement d'autres combats. Voilà. La nuance là-dedans, la nuance sur la proximité de valeurs entre générations, c'est pour les personnes les plus âgées. Là, on voit qu'il y a un gap. Les 70, 75 ans, aujourd'hui, n'ont pas les mêmes valeurs que les autres. Mais si on parle avec un quadra qui vient d'une même catégorie sociale ou qui a un parcours professionnel un peu identique à quelqu'un de 15 ans de moins, les valeurs ne sont pas complètement éloignées. Yann Lenan ? Non, c'est totalement vrai. Là, il y a un enjeu lorsqu'on réfléchit aux mobilisations de jeunes, qui ne sont pas aujourd'hui les mobilisations de la jeunesse, puisqu'une partie des gens restent en dehors. Il y a une grande question qui est posée au mouvement, et y compris nos chiffres sont là peut-être pour l'interpeller. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse avoir une conscientisation sur les enjeux écologiques qui se développe, y compris parfois au sein des catégories populaires. Et même très rapidement par rapport à ce qui était espéré par ceux qui l'ont lancé il y a quelques années. Y compris très rapidement dans des parties de la population très vastes, mais qu'au sein des mobilisations, on soit sur une mobilisation importante numériquement, mais segmentée socialement. Ça, je crois que c'est la grande question qui se pose au mouvement pour l'année qui vient. Olga Sakharova-Lemos. Oui, j'allais juste ajouter aussi que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que les premiers qui vont être touchés par la crise écologique, ce sont les plus précaires et que ce sont aussi ceux qui sont les moins militants par rapport à cette cause. Et si déjà on n'avait pas le problème de la répression policière en banlieue parisienne, par exemple, on aurait beaucoup plus d'élèves lycéens, étudiants, collégiens qui militeraient et qui viendraient faire des manifestations avec nous. Et vous pensez que c'est juste une question de répression policière et que ça n'est pas peut-être... Pas seulement, il y a aussi le manque d'informations, comme je l'ai cité déjà plus tôt, mais il y a aussi le fait qu'on voit qu'en manifestation, il y a énormément de personnes qui sont plutôt libérales, de personnes qui viennent de classes plutôt aisées, voire bourgeoises, et c'est quelque chose qui peut assez éloigner en fait, les personnes de classes plus précaires et qui peut leur faire en fait, regretter de vouloir intégrer ce mouvement-là parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de représentation de la part de leur classe sociale en fait. Yohann Salès ? Oui, je suis complètement d'accord. Après, c'est quelque chose sur quoi il faut travailler. Et, par exemple, à titre personnel... Vous pensez cette action, parce que cette action, vous la lancez, bon, vous êtes militant France Insoumise par ailleurs, mais vous lancez Youth for Climate, c'est il y a 6 mois, un peu plus de 8 mois maintenant. Vous la pensez sur une durée de quelle durée ? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette urgence climatique, vous l'imaginez comme une construction longue dans la mobilisation, dans la nécessité d'agir, etc., etc. C'est-à-dire sans se transformer en parti, quelque chose qui peut se construire sur une très longue durée. Notre objectif n'est justement espérons que d'ici 6 mois, 1 an, on n'existe plus, car on n'aura plus à exister. On est là avant tout pour que ces problématiques-là se fassent entendre. On n'a pas vocation à devenir une association très institutionnalisée, comme d'autres associations avec qui on travaille énormément par ailleurs, comme Greenpeace, Alternativa, etc. C'est même pas une question que je me suis posée à vrai dire. Et le registre d'action, parce que quand on travaille sur les mobilisations historiques, pourrait-on dire, on se pose la question des innovations, du registre d'action, de ce que l'on utilise pour pouvoir justement permettre de faire aboutir ses propres idées. Vous l'inventez au fur et à mesure ? On l'invente, vous dites Oui, les marches, c'est une reprise, mais est-ce qu'il y a d'autres inventions en cours pour pouvoir imaginer d'agir et de convaincre une opinion publique réticente, etc., etc. On essaye d'aller un petit peu sur tous les terrains. Là, le gros travail qu'on va sûrement faire à la rentrée pour l'année qui vient, ça va être sur la désobéissance civile, où on a tout intérêt à faire des actions comme ça qui sont plus visibles, plus chocs, plus médiatisées, que de faire des marches à longueur de temps
Vos modèles justement des obéissances civiles, si on accepte peut-être Martin Luther King, Gandhi et Mandela, il y a quoi? Sans prendre des références historiques, il y a des associations aujourd'hui qui font ça très bien. Je pense par ailleurs à Alternativa, qui ont fait quelque chose qui était génial pendant le G7 et qui font ça depuis pas mal de temps. La marche des portraits en particulier. Oui, entre autres. Mais voilà, il y a pas mal d'associations qui aujourd'hui font ça très très bien. On a réussi à se créer une place médiatique avec Greta Thunberg, avec cette mobilisation de la jeunesse. Espérons que ça dure et qu'on puisse tout autant se faire entendre sur ce type d'action. Claire Toury, justement, sur ce registre d'action que vous pouvez voir en tant que délégué général d'Animafac et donc docteur en sociologie. Oui, alors Animafac, c'est pas vraiment ce registre d'action-là qu'on accompagne habituellement. C'est des associations qui sont structurées et qui ont pour objet de réaliser des projets. Donc il y a énormément de projets qui sont portés sur des questions environnementales, mais on a assez peu de structures qui prennent des actions de type désobéissance civile. Donc c'est moins mon expertise. Et pour votre part, Olga Sakharova Lemos, on a vu par exemple les blocages de lycées, qui est une invention il y a maintenant une dizaine d'années, qui se sont développés. Il y a d'autres registres d'action, d'autres modes d'action que vous y envisagez avec le MNL? Pour cette rentrée, ce qu'on aimerait plutôt faire au niveau local, on va dire, ça serait d'éduquer, entre guillemets, les lycéens et les étudiants, parce qu'on voit beaucoup de gens qui viennent aux marches pour le climat, mais qu'en fait, ont le crâne complètement bourré de choses qu'ils entendent à la télé et qui n'ont pas conscience qu'un capitalisme vert, c'est pas possible, qui n'ont pas conscience de ce qui cause réellement tous ces problèmes climatiques, comme le fait que 70% de la pollution est due aux grandes industries et pas à la consommation personnelle. Et donc, en pensant qu'en achetant des pailles recyclables ou des gourdes, ils vont changer la planète, ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est triste, mais donc je pense qu'avant de faire d'autres blocus, ce serait bien d'éduquer un peu tout le monde à ça et que tout le monde puisse chercher et avoir ses propres ressources. Yann Leland? Oui, les modalités d'action sont toujours au cœur d'une discussion dans ce cadre, dans des mouvements de ce type, mais comme d'autres. Ce qui est impressionnant au cours de l'année passée, c'est que finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on interroge les grévistes pour sauver le climat, eh bien, ils ont dégagé une sorte de communauté d'action très profonde. D'une part, ils sont relativement peu aujourd'hui à participer aux actions de désobéissance civile, entre 5 et 10%. Mais par contre, ceux qui n'y participent pas soutiennent ceux qui font les actions de désobéissance civile. Donc il y a eu une sorte de conscience que la pétition ne suffit pas et ils essayent d'encadrer leurs modalités d'action et une refus des formes d'action les plus violentes. Et jusqu'à présent, ça leur permet de rester dans cette communauté d'action. Ça leur a permis de rester toute l'année ensemble, en quelque sorte, même s'ils ne participent pas tout le temps au même type de mobilisation. Mais une partie des adultes qui regardent cette question de la mise en œuvre d'un nouveau registre d'action se demandent si ça peut se traduire dans les urnes, par exemple. On sait pour les municipales que les jeunes de 18-24 ans aux dernières municipales ont été la tranche d'âge la moins représentée dans ceux qui votaient. Donc, est-ce que ça peut se traduire justement dans les urnes? Ça s'est déjà traduit parce que on s'aperçoit que la première thématique de mobilisation pour les moins de 35 ans, c'est la question écologique. Donc, il y a déjà, et tous les stratèges politiques sont autour de cette question, ils se sont bien rendus compte que lorsqu'on interroge les moins de 35 ans sur les raisons pour lesquelles ils ont voté pour telle ou telle force politique, c'est toujours la thématique écologique qui arrive en premier lieu. Donc, on peut déjà constater qu'il y a une traduction électorale, même si elle est complexe à analyser. Merci beaucoup Yann Leland, et on pourra lire, j'imagine, les conclusions de votre travail avec quantité critique sur différents sites universitaires. Claire Toury également, merci. Olga Sakharova Lemos également, ainsi que Johan Salès. Merci d'être venu sur cette question de l'engagement des jeunes. C'était le temps du débat. Un grand remerciement à toute l'équipe de l'émission, Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon, à la vidéo, Jordan Fuentes, et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Puisque l'on parle de climat, sachez que ce week-end à Bordeaux, en partenariat avec France Culture, se tient le festival Climax de Bordeaux, autour justement de la question des arbres, de la question de l'urgence climatique, mais également des droits pour les écosystèmes et pour les peuples autochtones. On trouvera sur le site de France Culture le programme entier de cette manifestation. C'est à Bordeaux ce week-end.